Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur KTO et vous y êtes bien. Restez avec nous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Il s'agit de la 102e émission d'Au risque de l'histoire. Alors parce que le monde monastique fuit les tentations, parce que ce monde monastique est aussi en quête spirituelle, qu'il recherche au fond la solitude, eh bien nous dissocions généralement d'un côté l'abbaye et de l'autre côté, la ville. Même si la règle de Saint Benoît ne dit pas explicitement qu'il faut fuir la ville, même si cette fuite n'est pas une obligation, eh bien nous comprenons que l'histoire a opéré cette distinction entre le monde monastique et donc le monde de la cité. Or, dans les faits, nous savons tous que le monde monastique médiéval est aussi liés à la ville. Alors, à partir de quand les moines font-ils ce choix décisif d'entrer dans la ville ? Quelles en sont les raisons ? Comment le monastère, qui est un espace sacré, qui est un espace social, concilie le choix de la ville et le choix du retrait du monde ? Est-ce que la ville aussi a développé toute une série de contraintes obligeant les monastères à se réformer ? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Cécile Cabi et Paul Bertrand. Cécile Cabi, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue sur notre plateau. Je vous ai invité il y a bien longtemps. J'aurais dû vérifier l'émission, mais je renvoie nos téléspectateurs à nos archives. Vous êtes historienne, professeure à Sorbonne Université. Votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier « Église et grands hommes entre Renaissance et Réforme ». Il s'agit d'un travail de l'École française de Rome. Il s'agit d'un colloque que vous avez dirigé. C'est un sujet que nous aborderons dans une prochaine émission, donc les liens entre l'Église et la Renaissance. Pour préparer cette émission, j'ai utilisé le numéro 44 des cahiers de Fangeau. Je pense que c'est la première fois qu'on utilise les cahiers de Fangeau lors de cette émission. C'est un tort. Je vous prie de m'en excuser. Moines et religieux dans la ville, 12e, 15e siècle, aux éditions Privat. Les cahiers de Fangeau, Cécile Cabi ? Les cahiers de Fangeau, c'est une très belle initiative, née il y a maintenant bien longtemps, d'une initiative d'ailleurs de dominicains, Fangeau, quand même un haut lieu de l'histoire dominicaine, et qui est un centre d'études d'histoire religieuse du Midi de la France, et qui tous les ans rassemble des chercheurs et des chercheuses sur un sujet donné, et qui publie tous les ans, et avec une régularité remarquable, d'année en année, un volume d'actes de colloques. Si bien qu'on a un panel tout à fait exceptionnel de recherche sur la vie religieuse dans le sud de la France, dans le Midi français. Voilà. Les éditions Privat, donc moines et religieux dans la ville, n'hésitez pas à visiter le site, le choix est absolument considérable. Paul Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous venez, vous, de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Ce n'est pas la première fois aussi que je vous reçois sur ce plateau. Nous avons déjà parlé des moines, mais je vous avais reçu aussi sur Storia Voce, puisque vous étiez venu parler des écritures ordinaires. Vous êtes spécialiste de l'écriture médiévale, du monde monastique médiéval, puisque vous avez passé votre thèse sur les couvents mendiants à Liège au XIIIe siècle. Commerce avec Dame Pauvreté, c'est le titre de votre thèse, parue à la bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège. Et vous allez, votre actualité littéraire, malheureusement je ne peux pas le présenter parce que nous enregistrons cette émission avant Noël, mais fin janvier, vous publiez un livre au seuil forgé, Le Faux. Fin janvier, il s'agit d'un livre au fond sur les faux en écriture et les usages de faux. Voilà, en fait, il s'agit de travailler, d'étudier l'évolution de la notion de faux au fil du Moyen-Âge. Depuis de l'Antiquité tardive jusqu'au XVe siècle, la notion de faux telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voit, telle qu'on la conceptualise,
le Moyen-Âge, l'empire du faux, j'essaie de la relativiser, de la reprendre, de la questionner à nouveau frais pour montrer comment elle se transforme, comment en fait le faux avant le XIIe siècle est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine, un temps dans lequel les médiévaux, les hommes et les femmes du Moyen-Âge réinventent en quelque sorte l'écrit mais aussi la réalité en l'adaptant à leurs propres besoins, et puis comment à partir du XIIIe siècle on se retrouve devant ce faux terrible qui désormais sera interdit et qui sera pourchassé. Le temps des faussaires qui vont être désormais considérés comme étant coupables de tous les maux et notamment de crimes épouvantables comme la lèse-majesté, c'est à partir du XIIIe siècle. Donc un moment de transformation de cette notion de faux. Voilà l'objet. Forger le faux, ça paraît au seuil, donc fin janvier 2025. Je me tourne vers vous, Cécile Cabi. Je voudrais avant d'aborder ce sujet des moines dans la ville, que l'on se replace dans le contexte du monde médiéval. Comment expliquer, comment rendre compte de l'hégémonie du religieux, du spirituel dans les représentations du monde à l'époque médiévale? Là, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, on va dire du XIe au XIVe siècle. Alors, c'est une question très complexe et qui fait souvent l'objet d'ailleurs d'une sorte de regard critique de nos contemporains sur cette période qu'est le Moyen-Âge. Mais en réalité, l'organisation de la société médiévale fait qu'on ne peut en réalité pas distinguer ce que nous appelons l'Église et la société. Ces deux notions font un tout. Et ce que nous appelons, nous, la religion, qui nous semble être un choix individuel, personnel, ne relève pas du tout de ce type de choix au Moyen-Âge. On est dans un autre monde où il s'agit d'une sorte de pratique sociale, c'est-à-dire d'une manière d'être dans le monde. Alors c'est lié évidemment à des institutions, mais l'équilibre au sein de la société entre les différents pouvoirs, le pouvoir des clercs, le pouvoir des laïcs, les princes, les rois, est l'objet de perpétuelles négociations et de choses qui changent. Et à la période où nous nous situons, si nous partons du XIIe siècle, très clairement, les clercs et la papauté notamment ont remporté la mise, en tout cas font en sorte non seulement de distinguer extrêmement strictement le monde des clercs et des laïcs, et par ailleurs d'ajouter à cette distinction une hiérarchisation. Les clercs sont très nettement conçus comme étant au-dessus des laïcs. Alors ça ne veut pas dire que dans la réalité, il n'y ait pas des phénomènes de contournement permanent, de recherche d'expériences religieuses, par exemple, qui s'échappent de cette très forte cléricalisation. Mais voilà où nous en sommes si nous partons du XIIe siècle, par exemple. Paul Bertrand, il faut se représenter aussi ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Alors, nous avons fait une émission sur la réforme grégorienne, mais ceux qui ne la connaissent pas, peut-être rappeler quel est le sens de cette réforme, puisque cette réforme grégorienne, qui date du XIe siècle, ne va cesser d'avoir une influence sur les siècles suivants. Alors, la réforme grégorienne, c'est un concept, d'abord un concept assez français, somme toute, intellectuellement, historiographiquement, mais qui s'ancre dans une véritable réalité du Xe au XIIe siècle. Donc il faut le voir ça sur une très longue durée, avec un temps fort qui est le XIe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Au XIe siècle, la papauté qui est en train de se positionner, qui est en situation difficile par rapport à l'empereur, se rend compte que il y a, à côté de la construction d'un monde laïque, et notamment d'un monde impérial assez fragile, somme toute, qu'il y a une possibilité pour elle de reprendre un peu les choses en main. La crise politique et sociale est assez forte, et cette possibilité de reprise en main, elle existe parce que, justement, il y a derrière elle l'exemple de Cluny. Un exemple fascinant. Cluny, c'est quoi ? Bien, c'est un mouvement monastique, justement, nous y sommes, un mouvement monastique très structuré, très organisé,
qui se construit de manière assez pyramidale, avec la volonté de reprendre le contrôle, notamment par rapport aux laïcs. Et ce modèle clunisien va, entre autres, évidemment, il n'y a pas que ça, mais va entre autres inspirer la papauté dans une volonté de prendre son indépendance par rapport au pouvoir laïque extrêmement intrusif. Donc, cette reprise en main se concrétise par le travail de certains papes. Alors il y a notamment Grégoire VII, ce qui va donner le nom de réforme grégorienne, et puis toute une série d'autres papes qui l'ont précédé et qui vont le suivre, qui vont en quelque sorte permettre à l'Église de se restructurer et ainsi de construire cette institution telle qu'on la connaît actuellement. Alors, il y a aussi un dernier élément de contextualisation. Je pense que tous nos téléspectateurs, nos auditeurs connaissent le fameux mot « le temps des cathédrales », mais ils connaissent mal le triptyque de Georges Duby, le temps des moines, le temps des cathédrales, le temps des villes. On a l'impression que ce sont 3 temps séparés. Or, on va parler des moines dans la ville. La ville se développe tout au long de cette période, tout au long de ces 3 temps. Alors, évidemment, il y a des phénomènes qui vont bien au-delà du monachisme, qui sont les phénomènes de croissance de l'Occident, croissance démographique, croissance économique, qui après un temps où les villes sont loin d'avoir disparu, mais qui dans certaines régions d'Occident sont devenues, en tout cas, ne sont plus le cœur battant qu'elles ont pu être à l'époque de l'Empire romain. Il y a un essor urbain, alors qui commence selon les régions dès le Xe, plus tard, etc., et qui en tout cas, à l'époque du XIIe et du XIIIe siècle, est une évidence, qui se traduit par un développement des villes et surtout une polarisation des pouvoirs autour des villes, même si tous les princes, les rois sont loin de résider en ville, mais il y a une importance de ces villes qui est liée aussi au pouvoir des évêques, d'où tous ces chantiers de reconstruction de cathédrales qui font que, de fait, à partir de la fin du XIIe siècle, on voit ces villes qui s'organisent autour de ces cathédrales extraordinaires. Alors, est-ce que les moines disparaissent quand les cathédrales apparaissent ? Certainement pas. Mais évidemment, le devant de la scène n'est pas forcément occupé par eux. De même, quand ensuite vont arriver des nouveaux types de moines, comme sont les frères mendiants. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Paul ? Peut-être justement dans cette ligne-là exactement que tu décris, il y a un élément aussi essentiel, c'est la prise en main, l'apparition d'une conscience laïque. L'apparition d'une conscience laïque dans le monde urbain, alors elle est encore assez fragile au XIe siècle, mais on la voit alors se développer de plus en plus au niveau du XIIe siècle, une conscience laïque dans la ville même, une volonté d'autonomie. Une volonté d'autonomie qui se développe différemment en Italie ou en France. Ce n'est pas du tout la même volonté, mais elle se construit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se construit en lien direct avec le monde religieux, avec notamment des envies, des ambitions, des désirs entre spiritualité et religion. Et ça va jouer également dans cette transformation du monde urbain et dans la construction de ces rapports complexes entre monde religieux, monde monastique entre guillemets, monde de la cathédrale, et puis alors cette grande communauté laïque un peu floue, un peu diverse, mais qui a beaucoup d'envie à ce moment. Oui. Peut-être qu'on peut ajouter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices ce que veut dire laïque au Moyen-Âge, parce que c'est souvent un peu difficile. Ça veut simplement dire ceux qui ne sont pas clairs. Il faut vraiment bien le souligner, ça n'a aucune connotation anti-religieuse comme ça peut l'avoir dans le vocabulaire actuel. Je voulais juste... je pense que nos téléspectateurs font la différence entre laïcité et laïcisme. Voilà, ouais. Alors, on évoquait la cathédrale, justement. Est-ce que on peut dire que les moines ont une responsabilité, dans le sens positif du terme, aux origines, au fond. Est-ce qu'ils sont aux origines du développement des villes aussi ? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont à l'origine du développement des villes, mais dans beaucoup de villes,
parce que l'institution ecclésiale, et notamment monastique, est également une institution riche qui possède des biens. Ils sont à la fois possesseurs et seigneurs des terres. Oui. Et donc, en tant que tels, ils ont un rôle important dans des phénomènes d'extension urbaine, alors qui prennent parfois la forme de phénomènes tout à fait intéressants, comme des lotissements, c'est-à-dire que sur des terrains urbains, on dégage des parcelles sur lesquelles on lotit, on installe des nouveaux habitants. Hein. Et ça, dans certaines villes, ça a une importance considérable. De même, pour les bourgs monastiques, hein, qui sont ces créations, alors autour des villes ou alors dans des agglomérations moins importantes que des villes, mais qui développent des habitats concentrés, hein, en lien avec des abbayes. Donc là, il y a un rôle important. Et pour aller dans la même ligne, ce qui est passionnant, c'est de voir comment toute une série d'abbayes qui se trouvaient plus ou moins à l'extérieur et parfois assez éloignées se retrouvent récupérées et comme englobées par l'extension urbaine. Si on prend l'exemple de Liège, à Liège, c'est tout à fait impressionnant. On a une série d'abbayes bénédictines, donc d'abbayes de moines censés vivre dans le désert monastique, donc retirés du monde, et donc qui étaient en dehors des villes. Ces villes qui étaient assez réduites, hein, comme l'a dit Cécile Cabi tout à l'heure, avant l'an 1000. Et tout d'un coup, ces villes commencent à s'étendre et elles englobent alors à la fois les monastères et les territoires des monastères qui se retrouvent donc maintenant à l'intérieur des villes, ou du moins pas trop loin. Hein. Ce sont ces bourgs monastiques. Et là, vous avez à Liège, vous avez une série d'abbayes qui tout d'un coup se retrouvent devenues des abbayes urbaines, tout naturellement. Alors, des moines qui vivent en clôture, mais en plein milieu de la ville. Alors peut-être que j'aurais dû poser la question suivante avant, mais justement la première image que nous avons du monde monastique, c'est celle de la fuite du monde, Fuga Mundi, et par voie de conséquence, le rejet de ce qu'on appellerait la corruption citadine. À partir de quand les moines investissent aussi la cité ? Alors je pense qu'il faut distinguer deux aspects. Un aspect qui relève du discours et qui est celui que vous avez finalement rapporté, celui de la ville comme lieu de corruption, qui est en réalité un cliché biblique. Hein, la ville fondée par Caïn, etc. Et puis Sodome et Gomorrhe. Et donc la ville reste une incarnation d'un lieu de péché. Et d'ailleurs, même quand on s'installe en ville, même quand les mendiants s'y installent, ils s'y installent comme un lieu où il y a beaucoup de travail, précisément pour cette raison. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a la réalité qui est liée à la nécessité pour les établissements d'avoir des protecteurs, et de s'adapter aux demandes du temps. Et on voit qu'en réalité, très tôt, dans les villes, s'installent des communautés monastiques. Il faut rappeler que les matrones qui fondent les premiers monastères, alors la définition est très délicate, hein, qu'est-ce qu'on appelle un monastère, mais autour de Jérôme à Rome, sont en ville. Hein. Mais à d'autres époques, hein, dans l'Italie lombarde, donc avant les Carolingiens, on a beaucoup de monastères urbains liés au soutien des princes lombards. Et puis on a d'autres périodes où au contraire le modèle du monastère comme organisateur des espaces ruraux domine et où on a peu de monastères urbains. Donc il y a véritablement des moments différents et vraiment le moment où les religieux font de la ville leur écosystème privilégié, c'est le moment de l'apparition des ordres mendiants, avec plus ou moins de contradictions, mais d'emblée, et pour de multiples raisons sur lesquelles on va revenir, au XIIIe siècle, à un moment où la ville est centrale dans l'organisation de la société, même si elle reste marginale d'un point de vue démographique. Il ne faut pas jamais oublier que la grande majorité des hommes et des femmes vivent à la campagne, eh bien, les ordres mendiants font de la ville leur lieu d'implantation et d'apostolat privilégié. Alors, Cécile Cabi évoquait
les moments différents, mais il y a aussi des motivations différentes de ce changement. Est-ce qu'il existe comme une nécessité économique, voire une nécessité institutionnelle? Est-ce qu'ils étaient appelés dans la ville, ces moines? Pas spécialement. En fait, les moines, tout au début, et si on parle des frères justement, les moines au départ, lorsque ils veulent s'installer en ville, sont assez mal reçus. Parce que justement, ces frères n'ont pas souvent eu une allure très ragoûtante ou très habituelle pour un moine. Ce sont des frères souvent mal habillés, qui veulent vivre la pauvreté de François d'Assise. On parle ici des frères mendiants. Donc là, ils sont assez mal reçus par une bourgeoisie qui est de plus en plus sûre d'elle-même au début du XIIIe siècle. Et puis ces moines aussi, comme Cécile Gaby l'a dit, ont déjà, au fur et à mesure des donations que toute une série de personnes commencent à leur faire, prennent contrôle de parties de la ville. Et ça pose des soucis aux magistrats de la ville, à la direction de la ville, qui l'acceptent plus ou moins bien. Donc il y a des tensions. Et il y a aussi des tensions, et c'est un autre point très important, avec les curés de paroisse, qui coexistent avec ces frères mendiants. Et donc là, le problème est un problème de répartition des aumônes, notamment un curé de paroisse à l'époque, rappelons-le, n'a pas de traitement. Et comme il n'a pas de traitement, il doit vivre de quoi? Du casuel, de ce que donnent les paroissiens. Il doit vivre de son travail de curé de paroisse, il doit vivre des aumônes. Or, s'il y a les mendiants qui sont présents, ça fait compétition, ça fait concurrence, même si on essaie de faire les choses de manière sereine, c'est tendu. Donc l'économie est un terrain à la fois fréquenté par les deux, par les frères mendiants particulièrement, les curés de paroisse aussi, mais aussi un terrain de compétition, un terrain compliqué. Et pour les laïcs, c'est-à-dire pour les autorités des alentours, ça peut être un vrai problème. Alors on va revenir sur les oppositions qu'il peut y avoir, mais peut-être aussi voir le fait que, on parle des bénédictins, on parle des franciscains, mais il y a aussi les ordres militaires dans les villes. Enfin, je vois mon cas personnel, je suis originaire de la ville de Poissy, et à Poissy, il y a une commanderie. Et la commanderie est un écho du monde militaire urbain. Alors, je pense qu'il faut rappeler une différence fondamentale qui a une influence considérable sur la place des uns et des autres en ville. C'est le fait que les moines traditionnels de dérivation bénédictine, quelle que soit la réforme qu'ils adoptent, les clunisiens, les cisterciens et bien d'autres, et les ordres militaires qui sont un cas tout à fait particulier de moines soldats, ce personnage, ce type hybride inventé autour d'ailleurs de Bernard de Clairvaux et des croisades, sont des ordres qu'on pourrait appeler possédants, c'est-à-dire les moines. Les chevaliers font vœu de pauvreté personnelle, mais les ordres et les communautés ont des biens, ce qui est un premier point. Dans les ordres mendiants, la grande nouveauté est la pauvreté généralisée, évidemment les frères, mais les couvents et l'ordre. Et cela a des implications. Les premiers cherchent en ville des débouchés, notamment les marchés, pour écouler les surplus de leurs terres, par exemple, dont ils ont besoin pour leur autosubsistance, mais également pour les ordres militaires, pour transférer soit des biens ou de l'argent en Terre Sainte, puisque c'est quand même leur fonction, pour protéger les pèlerins et protéger les États latins de Terre Sainte, etc. Du côté des mendiants, la ville est perçue comme indispensable, comme lieu d'où obtenir des aumônes, comme le rappelait Paul Bertrand, un moyen de subsistance, sachant qu'ils n'ont pas de rente, qu'ils n'ont pas de revenus de propriété foncière. Et donc, le choix de la ville est indépendant
indépendamment de toute autre motivation, et notamment la motivation pastorale qui est fondamentale, est quasiment une obligation pour survivre en tant que pauvre. Voilà. Alors, donc Cécile Gabier a absolument raison, la distinction est absolument essentielle, et cette caractéristique de la pauvreté mendiante, à l'origine de la mendicité comme une valeur première, on le sait, c'est un des points centraux de la pensée de François d'Assise et de tous les ordres mendiants qui vont graviter autour de cette dynamique, mais il y a la réalité, et la réalité les rattrape. Et il ne faut pas oublier qu'au début du XIIIe siècle, donc avant même l'explosion mendiante, Innocent III, le pape Innocent III disait clairement « Un couvent ne peut être établi, en ville comme à la campagne, que s'il est viable ». Il y a cette idée d'avoir un couvent qui ne tombe pas en faillite. On est déjà dans ce schéma d'une viabilité nécessaire. Et combien de couvents ne sont pas fondés par des donataires ou des bienfaiteurs par leur testament qui ne seront jamais érigés parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour les faire tenir. Et en fait, les mendiants se trouvent au cœur du problème. Il faut mendier. Très bien. Mais va-t-on, d'une part, y arriver? Les choses sont très complexes au départ. Au départ, il faut imaginer, il y a de plus en plus de couvents mendiants qui s'installent en ville, donc de plus en plus de concurrents, en quelque sorte, pour mendier. Et puis, vous avez aussi les curés de paroisse qui, eux, prennent aussi leur écho. Donc, dans tout cela, ça veut dire que la quote-part de mendicité, de revenus par la mendicité de chacun des couvents, ça se réduit. Heureusement, il y a les donations. Les donations de de la bourgeoisie, des petits bourgeois, des grands bourgeois, qui sont fans, à proprement parler, des mendiants. Ils adorent ces frères qui, enfin, leur parlent, et qui leur parlent avec leur langue. On va parler probablement de cette idée d'un dialogue réel, avec une langue qu'ils comprennent, par une parole inspirée. Ils prêchent, absolument. Donc ça, c'est un élément clé. Donc, forcément, énorme succès des frères mendiants, et donc forcément des donations. Des donations pour que les frères prient pour eux, pour qu'ils prient pendant leur vie ou après leur mort. Et puis, ces donations, c'est souvent sous forme de biens ou de rentes. Donc, que faire avec ces biens? Et c'est là que les mendiants sont un peu pris au piège de la question de la mendicité. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on fait posséder ces biens par des extérieurs, des laïcs qui vont les gérer, qui vont en quelque sorte donner les revenus des terres aux frères comme une sorte d'aumône intermédiaire, par un intermédiaire. Ou alors, ils vont assumer d'une certaine façon la propriété, mais pas alors individuelle, peut-être même à la limite pas trop collective. Ils vont l'accepter, l'assumer par le biais non pas de la propriété d'un bien en tant que tel, mais d'un revenu, ce qui permet d'une certaine façon de passer sur l'idée de la possession elle-même, de la propriété elle-même, mais simplement d'un bien en tant que tel, mais plutôt du bénéfice régulier d'un revenu qui lui reviendra de manière extérieure. Donc, dans une façon d'essayer de court-circuiter en quelque sorte cette mendicité nécessaire, mais qui est difficile à vivre. Alors nous allons faire une émission sur les chanoines très prochainement, mais est-ce qu'on doit inclure les chanoines dans cette analyse de la présence des moines en ville ? Alors bien sûr, parce que les chanoines, qui sont très souvent oubliés, et à tort... Ils sont au service des cathédrales. Alors, voilà. Alors, l'évolution des chanoines est une évolution un peu complexe, parce que les chanoines sont des collèges, c'est-à-dire des collectivités de clercs qui sont au service des cathédrales. Et puis, au XIIe siècle, dans le cadre d'un mouvement général d'imitation du modèle apostolique, c'est-à-dire du modèle des apôtres et de l'Évangile, naissent de très nombreux mouvements. C'est le mouvement qui donne naissance à des ordres aussi différents que les cisterciens, que Fontevraud, etc. Et dans ce même mouvement, on trouve aussi des mouvements de clercs qui souhaitent vivre en communauté, avec le respect d'un certain ascétisme, sans pour autant se couper
totalement du monde et notamment d'une vocation pastorale qu'ils reconnaissent comme essentielle dans la figure des apôtres. Et cela se fait sous la forme de ce qu'on appelle ensuite les chanoines réguliers, c'est-à-dire des chanoines qui suivent une règle. Alors des règles qui sont variables, qui se fondent qui ont comme noyau commun un certain nombre de textes de saint Augustin, et qui organise cette vie de clerc régulier, avec souvent une vocation, alors soit de desserte des paroisses, donc de prédication, mais aussi une vocation scolaire très importante. Il y a parmi ces nouveaux groupes de chanoines réguliers Saint-Victor de Paris, qui est le lieu de déploiement d'une école absolument brillante, d'où sortent de très très grands théologiens, Hugues de Saint-Victor et plusieurs après lui. Et donc on a là un cas tout à fait particulier, mais qui est également très lié à la ville ou à ses périphéries, mais qui est lié au monde urbain. Ce monde scolaire est un monde urbain. C'est un des effets de cette révolution urbaine du XIIe siècle. Il existe toujours un lien entre la ville et la campagne. Nécessairement, parce que à partir du moment où les frères se construisent et prennent cette ampleur, les frères mendiants, on pourra parler aussi des sœurs un moment, qui ont aussi une certaine place. Ces frères prennent de l'ampleur et se voient alors appelés à la campagne. Et donc, vous avez des frères mendiants qui partent prêcher, qui partent en campagne de prédication, un peu partout dans toute une série de territoires alentours. Et forcément, là aussi, ces frères s'installent dans des petites maisons qui se trouvent plus ou moins éloignées, qui sont là aussi données par les paroissiens ou par les villageois, tout admiratifs face à la faconde des mendiants. Et donc voilà, on se retrouve avec des frères mendiants censés être des hommes de la ville et qui en fait vont prêcher, vont sortir largement du monde urbain. Donc la ville va servir de point central d'où va se diffuser en quelque sorte toute une pensée mendiante tout à fait originale et qui va avoir un vrai impact, et notamment dans la communication entre la campagne et la ville, aussi bien sur le plan spirituel, mais également sur le plan économique, où là, de la même façon, les donations, les biens donc les revenus vont s'accumuler pour les mendiants, pour le meilleur, ou pour le pire aussi parfois. Paul Bertrand vient d'en parler, les sœurs, nous n'avons pas évoqué les femmes jusqu'à présent, mais est-ce que ce mouvement concernait aussi les ordres féminins, et est-ce que les couvents restaient les couvents de femmes dans les villes restaient des espaces de clôture? Alors, quand on parle de la vie régulière des femmes, c'est-à-dire de la vie selon une règle, il faut rappeler que le monachisme féminin est nettement moins développé que le monachisme masculin jusqu'à la fin du XIIe siècle. Alors on a des espaces qui ont développé des formules très originales. C'est par exemple les espaces germaniques, où là, il y a de très importantes communautés féminines qui ont un rôle essentiel dans l'organisation de l'Empire, dans l'entretien de la mémoire, la prière pour la famille impériale, pour les grandes aristocrates. Et là, on a vraiment un phénomène tout à fait particulier. Alors, il existe des communautés féminines ailleurs que dans l'Empire, mais sans doute, elles n'ont pas cette importance, il me semble. Alors, la question retrouve une actualité brûlante au XIIe siècle parce que beaucoup des mouvements monastiques qui naissent alors sont initiés par des ermites prédicateurs. Et ces ermites prêchent à un public mixte, avec des hommes et des femmes. Et se pose la question de que faire de ces femmes. Or, il y a une vraie difficulté
à penser la vie consacrée des femmes, parce que leur rapport au sacré est un rapport qui est minoré, hein, on les prive d'un certain nombre d'aspects de ce rapport au sacré. Elles sont toujours dépendantes de la médiation des clercs pour les sacrements. Et les ordres qui naissent alors, les cisterciens et d'autres, ont des difficultés à penser l'organisation de ces branches féminines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du tout un dialogue avec les femmes, et au contraire, alors on connaît l'exemple tout à fait exceptionnel de Fontevraud, mais si on reste sur les cisterciens, ils ont des rapports très fréquents avec des femmes, et notamment des femmes qui, dans les villes ou dans des petits bourgs, développent des formes de religiosité tout à fait originales. Ce n'est qu'un peu plus tard, au XIIIe siècle, qu'ils vont les intégrer sous forme de monastères féminins cisterciens. Et somme toute, les mendiants ont les mêmes difficultés au début. Et votre remarque sur la clôture est très importante, parce qu'en réalité, une des grosses difficultés est cette question de la clôture. Et pour les sœurs mendiantes, elle l'est tout particulièrement. Comment vivre en mendiante si vous êtes enfermé dans un monastère, ce que les clercs ont beaucoup de mal à admettre qu'on ne fasse pas. Paul Bertrand. Donc, Cécile Kévy l'a bien dit, il y a quelque chose autour d'un désir féminin de spiritualité ou d'ancrage dans le monde religieux. Et dans le nord de l'Europe, là aussi, Cécile Kévy l'a bien expliqué, quelque chose se fait autour notamment du monde béguinal. Et ce monde béguinal, que l'on connaît sans le connaître, est un monde tout particulier, fait de petites communautés de femmes qui décident justement dans les villes principalement, mais pas que dans les villes, aussi dans les campagnes alentours, mais c'est principalement dans les villes que ça se fait, qui décident de se regrouper pour faire front ensemble face justement à ces communautés masculines, face aux magistrats des villes, aux directions des villes qui voient d'un mauvais œil ces femmes se regrouper et vivre leur propre vie spirituelle, en dehors du monde, mais pas dans l'Église. Elles sont entre les deux. C'est pour ça que régulièrement, on leur a donné le titre un peu délicat et probablement mauvais de semi-religieuses. Elles vivent selon un ordre, un cadre de vie qu'elles se sont imposés et elles tentent justement de construire cette vie spirituelle tout en se donnant la possibilité de rentrer dans le monde à tout moment. Ce sont souvent des veuves, ce sont souvent des femmes célibataires, beaucoup de veuves, qui construisent cette vie spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mendiants réagissent les frères mendiants réagissent par rapport à ces béguines. Parce que, évidemment, les béguines sont très très mal vues dans ces villes. Il y a des villes où on les chasse, d'autres où on les enferme dans des monastères, et c'est le cas par exemple pour des couvents cisterciens qui sont créés spécialement pour elles, pour bien les protéger ou les encadrer. Et dans d'autres cadres, dans d'autres villes, les frères mendiants s'y intéressent, voire même les protègent, parce qu'ils ont compris qu'il y avait là un besoin auquel il fallait répondre. Et si on prend le cas de Julienne de Cornillon et de la Fête Dieu, c'est une fête toute particulière que les catholiques connaissent bien, qui a été créée en 1264 officiellement, mais qui en fait se construit dès le début du XIIIe siècle autour justement du monde béguinal à Liège. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est de voir comment Julienne de Cornillon, une béguine, tente d'imposer cette dévotion qu'elle a au Saint-Sacrement, envers et contre l'évêque, envers et contre les moines bénédictins des environs, qui voient d'un mauvais œil ces femmes commencent à se construire une spiritualité, c'est pas possible. Les frères mendiants, et notamment les dominicains, eux, par contre, les protègent. Et le légat du pape va venir directement de Rome, c'est Hugues de Saint-Cher, un grand théologien, il arrive sur place et il va marteler en quelque sorte, remettre l'évêque au pas et
pousser ces Julienne de Cornillon et toutes ces béguines dans leur dynamique de création de ce qui va devenir la fête Dieu. Donc là, on voit comment, à la fois, ces béguines sont sous la menace, sous le regard, sous le feu des projecteurs, menacées parfois, contrôlées. À d'autres moments, comment elles se développent, comment elles construisent une véritable spiritualité novatrice et comment les mendiants, les frères mendiants, eux, voient un vrai intérêt à les soutenir. On est donc bien, au fond, dans un monde très, très mouvant. Est-ce que les règles monastiques elles-mêmes évoluent au contact des villes? Est-ce que la vie religieuse devait s'adapter au monde urbain et devait faire face à des contraintes spécifiques? Alors, évidemment, plus que les règles, ce sont vraiment les pratiques concrètes qui vont devoir s'adapter. On ne construit pas, par exemple, un monastère ou un couvent de la même manière dans un centre urbain ou en race campagne. Les contraintes de l'espace ne sont pas les mêmes. Et ces contraintes de l'espace, il ne faut pas les sous-estimer. Comme Paul Bertrand le rappelait tout à l'heure, il y a certaines villes où les mendiants sont mal accueillis parce qu'ils cherchent les espaces les plus convoités des centres urbains à une époque où les centres urbains sont déjà très densément peuplés. Donc il y a une forte concurrence sur l'espace urbain. Alors il faut trouver des solutions. Dans d'autres villes, et si on se tourne vers les espaces italiens qui ont vu un déploiement tout à fait spectaculaire des ordres mendiants, il y a une volonté des villes d'accueillir ces ordres et d'en faire une sorte de perle pour la ville. Ça rentre dans une sorte de construction du bien commun, de même que vous faites des fontaines, que vous réparez les murs. Il est important d'avoir un couvent mendiant parce qu'ils sont à la fois des auxiliaires de l'organisation sociale par leur prédication et puis ils vous garantissent des prières. Alors concrètement, dans l'espace, ça veut dire que ces villes vont aider, par exemple, les mendiants à se dégager ces grandes places que l'on connaît devant les couvents, grandes places à prédication, puisque les mendiants ont cette originalité de prêcher en extérieur, dehors, pour toucher plus de monde. Peut-être parce qu'en Italie, il pleut moins que dans les régions que fréquente Paul Bertrand, mais en réalité, il y a tout cet aspect-là. Alors, du côté des moines, comment font-ils ? Eh bien, c'est très intéressant. On a pu voir que pour se protéger malgré tout du bruit des voisins, parce qu'il y a ces problèmes, en ville, on est proche des autres, eh bien, ils se construisent de véritables petits îlots à l'intérieur de la ville, souvent garantis par des jardins qui servent de zone tampon des murs, avec des églises qui sont tantôt ouvertes aux laïcs, au moins pour une partie, ou alors des églises dédoublées, avec une église ouverte aux laïcs, qui a souvent vocation paroissiale, et une autre qui est réservée aux communautés monastiques. Il y a en tout cas de très nombreux procédés qui sont mis en œuvre pour garantir une sorte de désert au milieu de la ville. Paul Bertrand, est-ce que le monde monastique des villes était impliqué dans le monde universitaire ? Oui, évidemment. Parce que naturellement, ces frères mendiants sont les fils de la ville. Et donc, naturellement, ils sont issus des rangs de la bourgeoisie, d'une part, mais aussi, très vite, ils vont être en connexion avec ce qui est le cœur de beaucoup de grandes villes, les universités. Et donc, forcément, dans la mesure où il y a un contact avec, dans le cadre de ces villes universitaires, les frères mendiants vont être très proches des universités. Et puis, il y a un autre élément qui est absolument essentiel, c'est le besoin pour ces frères d'être de véritables machines, des véritables moulins à prière, mais au sens positif du terme, au sens de la
construction d'une prière ouverte et expliquée au plus grand nombre. Et donc, dans ce sens, ces frères vont avoir besoin d'être formés, à la fois sur des questions de théologie, des questions de spiritualité, des questions parfois même de liturgie. Donc on va retrouver ces frères en formation à l'université. Et beaucoup d'entre eux, alors, vont, après coup, se retrouver dans les couvents, à la fois dans les villes universitaires, mais aussi en dehors, souvent, pour beaucoup, formés à l'université comme maîtres universitaires, ou en tout cas ayant une formation plus ou moins sommaire, mais suffisante pour pouvoir être de prédicateurs efficaces. Oui, et alors, en réalité, il est intéressant de voir, avec les mendiants, on a une formation qui est véritablement intégrée aux universités, hein, et donc à un lieu de formation qui est en ville. On a là le résultat d'une véritable évolution, hein. Les lieux de savoir ont longtemps été dans des monastères, et des monastères qui étaient principalement ruraux. Ce sont toutes les pratiques héritées du monde carolingien, où il y avait, pour schématiser grossièrement, hein, mes collègues ne vont pas être contents du tout, mais deux lieux qui sont d'une part les monastères et d'autre part les écoles près des cathédrales. Donc on avait déjà un pôle urbain, hein. Et de ce pôle urbain vont naître véritablement les écoles urbaines, les universités. Alors que font les moines face à ce développement? Les moines, j'entends traditionnels, bénédictins ou tous les ordres qui en naissent. On lit souvent qu'ils sont opposés au monde des écoles et de l'université. Certainement, il y a des conflits de personnes, de sensibilités, et leur objectif, peut-être l'objectif du savoir, est différent. Mais très rapidement, ces moines sont attirés par ces nouvelles formes de construction du savoir, ces nouveaux lieux d'élaboration du savoir. Et on voit par exemple, pour prendre l'ordre cistercien, comment l'abbaye de Clairvaux acquiert une maison en ville qui va devenir progressivement, à l'issue d'ailleurs de conflits à l'intérieur de l'ordre, ce qu'on connaît encore sous le nom de Collège des Bernardins, hein, et qui fait l'objet d'un chantier absolument remarquable, hein, dont on conserve quelques très beaux restes. Alors, il n'y a pas que les cisterciens ou de Clairvaux qui ont des maisons pour les étudiants en ville, hein. Beaucoup de monastères développent ce qu'on appelle des collèges, qui sont en réalité des résidences pour étudiants, hein, qui permettent d'avoir des lieux où les moines étudiants sont à la fois étudiants et moines. Et n'oublient pas qu'ils sont moines, donc ils doivent manger en commun, prier en commun, tout en étudiant par ailleurs. Donc on voit bien comment ce modèle, qui est véritablement mis en place par les mendiants avec le plus de développement, hein, pas de doute, mais a du succès dans d'autres familles issues du monachisme plus antérieur. Voilà. En vraiment 2 minutes, parce que le temps court, nous n'avons pas beaucoup parlé des autorités politiques. Est-ce que les autorités politiques faisaient partie, j'allais dire, de l'écosystème, en quelque sorte, des relations de pouvoir avec le monde monastique? Évidemment. On imagine qu'il y avait des conflits, qu'il y avait mais aussi des soutiens. Mais, alors, des conflits, il y en a. Bon, j'en ai déjà cité tout à l'heure le problème de la propriété. Parfois, c'est réglé de manière drastique. À Cologne, les mendiants ont trop de biens dans la ville. Que décide le magistrat de la ville? Eh bien, table rase, on demande à tous les frères de liquider leur propriété, et c'est terminé. Alors les mendiants se retrouvent de nouveau complètement mendiants en ville, sous la pression de l'autorité publique. Dans d'autres cas, ça se passe très bien. La plupart des grandes familles envoient ou voient des membres de leur famille dans les différents couvents comme frères, voire même avec des hautes responsabilités. Donc les choses se passent de manière très sereine. Peut-être pas au début du XIIIe siècle, où, comme je le disais, là, c'est assez mal perçu, hein, c'est un petit peu des SDF arrivés en ville, les franciscains. Par contre, à la fin du XIIIe siècle, là, ils sont plus que chez eux partout. À tel point d'ailleurs que le magistrat de la ville, la direction de la ville, va par exemple décider que les archives de la ville sont conservées
dans le couvent des mendiants, dans le couvent des dominicains ou le couvent des franciscains, parce que là, c'est une terre sacrée, une terre sainte, une terre honorable, et puis une terre où les documents seront bien protégés également. Finalement, Cécile Caby, selon les mots de Saint Jean, ces moines, ils ne sont pas du monde, mais ils sont bien dans le monde. Alors oui, d'une manière très différente les uns des autres. Évidemment, les frères mendiants au cœur de cette société, de la société urbaine, qu'ils cherchent à véritablement encadrer et à forger par leur prédication. Les moines d'une manière différente, mais qui ont une influence considérable par les terres qu'ils contrôlent, par les paroisses qu'ils desservent. Et donc, il ne faut pas, en effet, oublier ces citadins particuliers que sont les moines et les frères au Moyen-Âge. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau Moines et religieux dans la ville, 12e, 14e siècle, aux éditions Privat. Il s'agit d'une publication des Cahiers de Fangeau. N'hésitez pas à aller sur leur site internet. C'est c'est d'une richesse incroyable et vous y trouverez votre miel. Donc, Moines et religieux dans la ville, vous y avez participé et l'introduction est de Julien Théry, avec qui vous étiez d'ailleurs sur ce plateau. Ma mémoire m'est revenue. Et Nicole Berrioux, qui était l'autre. Et que j'ai reçu à plusieurs reprises. L'émission que nous avions enregistrée ensemble avec Julien Théry, c'était sur la théocratie pontificale. Exactement. Voilà. Je cite aussi Église et grands hommes entre Renaissance et Réforme, un ouvrage paru à l'École française de Rome. C'est un ouvrage que vous avez dirigé, Cécile Caby, et vous, Paul Bertrand. Donc je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur Storia Voce, consacrée donc aux écritures médiévales. Vous étiez venu, je crois, sur les ordres militaires, les ordres, voilà, sur les ordres militaires que vous aviez évoqués au cours d'une émission sur KTO donc TV, et vous avez aussi publié donc au-delà des écritures ordinaires paru aux publications de la Sorbonne en 2015, Commerce avec Dame Pauvreté. Il s'agit d'un livre consacré aux ordres mendiants à Liège, paru à la bibliothèque de la faculté de philosophie et de lettres de l'université de Liège. Mais surtout, vous venez de publier, à l'heure où l'émission sera diffusée, votre livre sortira, Forger le faux, sur l'usage du faux, sur la conception du faux en écriture, un ouvrage paru au Seuil. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com, sur le site, afin de découvrir toutes les anciennes émissions que nous avons pu enregistrer ensemble. Rendez-vous aussi chez notre partenaire Storia Voce. 700 podcasts vous y attendent. Merci beaucoup et à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.